Bonjour madame, bonjour monsieur, vous êtes sur Ziana TV, bienvenue dans ce premier numéro du livre du samedi soir, une nouvelle émission au cours de laquelle nous allons recevoir en direct un auteur. Et pour ce premier numéro, nous recevons le docteur Pierre Mpele, auteur de Itinéraire d'un médecin africain du commencement au début de la fin de l'épidémie du sida en Afrique. Vous aurez compris qu'avec lui, nous allons parler du sida dans un contexte où le monde est fait face à une nouvelle épidémie, donc du coronavirus. Vers la fin, le docteur, on va faire un petit parallèle également avec cette nouvelle menace qui s'abat sur l'humanité. Donc avec le docteur Pelé, nous allons faire un bond dans le temps, au début des années 80, quand le sida, de façon fracassante, a fait son entrée dans la vie de l'humanité. Qu'est-ce qui a été fait ? Et comment ça a été fait, qu'est-ce qui a changé dans les habitudes. Mais une chose est sûre, c'est que il y a une vie humaine avant et après le sida, ou avec le sida. Beaucoup de choses, beaucoup d'habitudes ont été changées et beaucoup de comportements ont été revus. Bonjour docteur. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc comme je l'ai dit en intro, nous allons à partir de votre livre, partir donc sur vos pas pour voir cet itinéraire, vous, médecin africain qui découvrait le sida donc au début des années 80. En ce temps-là, vous êtes jeune médecin, vous êtes à Paris, vous êtes dans un service qui traite de la lèpre et quelques cas attirent votre attention. C'est le grand service du professeur Marc Gentilini à l'hôpital de la Salpêtrière, qui est très connu en Afrique, très, très célèbre, parce que le professeur Marc Gentilini, c'est le maître de la médecine tropicale en France. Qui a signé la préface. Et qui a signé la préface, c'est mon maître. Et donc, voilà, je me retrouve là au début des années 80 et je travaille sur la lèpre et d'autres pathologies tropicales. On reçoit surtout des immigrés ouest-africains qui viennent pour des pathologies qu'ils rapportent de l'Afrique. Et puis, voilà... tout d'un coup, nous recevons des malades qui présentent une pathologie qui est encore inconnue, en tout cas connue peut-être un peu déjà chez les Américains. Oui, puisque dans la communauté gay, déjà il y avait... Voilà, puisque le sida est découvert aux États-Unis en 1981 dans la communauté homosexuelle. On pourra aussi expliquer pourquoi la communauté homosexuelle, mais aussi alors parce que en Europe, c'est la même façon de vivre et donc voilà, se retrouve en Afrique, en Europe. Et puis, voilà. Par les voyages et autres, voilà. atterrir et donc, en Afrique. Voilà, on se retrouve confronté à cette nouvelle maladie, une nouvelle épidémie qui pose tant de problèmes et voilà, et que jeune Africain, je m'intéresse aux malades européens et américains, mais aussi et surtout aux malades africains. Voilà. Est-ce qu'à ce moment-là, vous, jeune médecin, vous avez imaginé que le sida allait avoir l'ampleur qu'il a eu plus tard? Est-ce que vous dites que c'est une maladie, dans quelques mois, on pourra l'éradiquer? Non, parce que pour moi, c'était, comme je le dis, une vague déferlante. C'était tous les jours plus de malades, plus d'Africains qui arrivaient, et dès que l'on faisait le test du sida, ils étaient positifs. Voilà, c'était des personnes qui étaient touchées dans leur être. Vous parlez de vagues, mais dans votre livre, vous parlez plus que ça, vous parlez de tsunami. Oui, ici, on se réfère, celui de 2004, on a au moins l'idée de l'ampleur. Le tsunami des malades du sida ou du sida, je rencontre à Brazzaville, quand vous à l'hôpital en général, le CHU d'aujourd'hui, à l'hôpital général de Brazzaville, lorsque je suis au deuxième étage du grand bâtiment avec le professeur Itoine Gaporo, et qui me donne la responsabilité d'assurer la prise en charge des malades. Et c'est là que tous les jours, je vois venir un nombre plus grand de malades. C'était un vrai tsunami. J'avais à ma consultation quotidienne plus de 60 personnes. 60 personnes qui venaient tous les jours parce qu'ils se posaient des questions, avaient des problèmes de diarrhée, d'amaigrissement, de problèmes de peau. Vous vous rappelez, en ce temps-là, on a beaucoup parlé de Mwanza, et donc il fallait essayer de comprendre, il fallait savoir. Vous étiez, comme vous avez écrit justement dans le chapitre 2 du livre, dans l'œil du cyclone.
Voilà, et moi j'étais dans l'œil du cyclone parce que c'était un vrai cyclone. Généralement, on dit quand on est dans l'œil du cyclone, on ne subit pas, mais on vit tout ce qui se passe autour. On voit comment le tourbillon emporte tout à son passage, et moi j'étais là en train d'essayer de soutenir ces malades qui avaient perdu tout espoir. Hein, et qu'est-ce qui fait alors que par la suite vous décidez pratiquement de laisser tomber autre chose, de vous consacrer uniquement à cette nouvelle maladie? Vous rentrez dans la lutte. Parce que les épidémies vous embarquent. Quand vous êtes au centre où vous êtes pour des raisons simplement de la vie, vous vous retrouvez au moment où une épidémie explose, vous êtes emballé, vous voulez savoir davantage, vous voulez comprendre, vous voulez apporter les soins, vous faites la recherche pour savoir quels sont les moyens qui peuvent nous permettre de traiter cette maladie. Donc il y a une espèce d'emballement qui fait que vous n'avez plus de vie. Vous consacrez tout votre temps, toute votre énergie à combattre ce fléau. Et c'est ce que nous avons fait. Et voilà. Et ce fut pas facile? Ah non, pas du tout. C'était exaltant, mais pas du tout facile parce qu'on voyait partir des jeunes. Des jeunes à la fleur de l'âge où un cadre avait réussi et qui partaient, qui mouraient à petit feu. Voyez-vous, l'amaigrissement amenait des personnes qui avaient 80 kilos à 30 kilos et qui mouraient avec un regard qui montrait de la désolation, à la fois la peur, manque d'espoir, et vous étiez là, vous teniez par la main, impuissant, parce qu'on n'avait pas de traitement. Il n'y avait pas de traitement, on essayait bien sûr de traiter les maladies opportunistes, la diarrhée, la fièvre, mais on n'avait pas de traitement, et en ce temps-là, il me semblait que la bataille était perdue d'avance. La bataille était perdue parce que, comme je le dis, tous les jours, c'était autant de malades, et il fallait essayer de faire quelque chose, mais en même temps on se disait, mais si ça continue, c'est l'humanité qui va prendre un coup. On connaît bien l'histoire des épidémies dans l'histoire humaine. Et alors, il se passe ce qui se passe souvent quand l'être humain est acculé, l'être humain est dos au mur, il a cette capacité de résilience de dire, ou mon adversaire me tue, ou je le vaincre, et c'est ce que vous... En compagnie d'autres scientifiques, vous êtes décidé qu'il fallait faire quelque chose pour venir à bout, que tôt ou tard l'être humain arrive toujours à s'adapter. Il faut reconnaître à la fois la fragilité humaine. L'homme est très fragile et l'homme est très complexe, mais aussi l'homme a une capacité de résistance, de résilience qui est très très forte. Et donc cette capacité nous a fait qu'on a réagi collectivement. Hein. On a réagi d'abord les scientifiques, d'abord les médecins, parce qu'ils étaient en première ligne de la lutte contre le sida, et puis finalement toute la société, et même les malades eux-mêmes, à un moment donné dans l'histoire de la lutte contre le sida, se sont engagés. Se sont montrés, parce que malgré la peur de la stigmatisation, de la discrimination, d'être montré du doigt, parce que c'était une maladie honteuse. Mais pour arriver à cela, pour que les malades se montrent à visage découvert, le travail est venu de vous. Le travail est venu, le travail, pas simplement de moi, mais je veux dire, quand je parle de vous, je parle de vous en tant que personne et toute la communauté scientifique africaine. De tous, on dirait aujourd'hui, et d'ailleurs c'est peut-être là que c'est parti le mot activistes. Voilà, c'était vraiment des activistes, médecins, société civile, communautaires. On travaillait ensemble pour essayer de trouver les moyens pour faire reculer cette épidémie. Nous étions acculés, et quand on est acculé, alors on va se battre. On a décidé de se battre pour faire en sorte qu'on a essayé de tous les traitements possibles. On a essayé, on a réfléchi. Il y a des traitements que je vois aujourd'hui qu'on utilise au cours du coronavirus, que nous avons essayé d'expérimenter pour le sida. Voilà, contre le sida. Et voilà, donc on a essayé de résister et de faire reculer le sida, ce qui n'était pas du tout facile. Vous vous souvenez, par exemple, en Afrique,
le syndrome imaginaire pour décourager les amoureux. Laissez-nous vivre. Et vous dites dans votre livre que ce genre de considération a été un élément qui a retardé. Qui a retardé, hein, vous savez, en ce temps-là. Tout en augmentant les cas à côté. J'étais une modeste personne connue parce qu'il y avait les médias, la radio, la télévision pour sensibiliser. C'était les moyens de communication que nous avions en ce temps-là. Mais je n'allais pas souvent, mais quand j'allais dans une boîte de nuit, il fallait voir la réaction des gens. On dit, mais qu'est-ce que tu viens chercher ici? Laisse-nous vivre. Je vous coupe pas. À la page 32, vous dites, beaucoup de Congolais avaient une bonne connaissance de mon activité hospitalière. Et lorsqu'un malade ou un visiteur était aperçu à ma consultation, il devenait suspect de sida. J'ai souvent évité de nombreux pièges tendus par les parents plus ou moins proches de malades qui se présentaient à moi inquiets de l'état de santé de leurs proches aperçus. Dès qu'on apercevait quelqu'un, parfois simplement m'accompagner ou à ma consultation, j'étais aussi capable de soigner. Les gens oublient que vous êtes d'abord médecin. De soigner le paludisme, la fièvre typhoïde ou d'autres problèmes de santé. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je ne faisais que ça. Et donc, quand on apercevait un malade à ma consultation, les gens étaient inquiets. Et dès le départ du patient, beaucoup de gens venaient me dire, mais qu'est-ce qu'il a? Quel est son problème à lui? Alors, il fallait essayer de trouver la parade pour éviter de faire en sorte que tout le monde soit au courant. Il fallait absolument garder la confidentialité. Mais je disais aussi parfois c'était la politique de l'autruche. Les gens savaient très bien qu'avec les gens les Congolais, en tout cas, étaient très bien informés. Et quand ils voyaient quelqu'un maigrir, vieillir à vue d'œil, donc ils commençaient par se dire, vous savez, ils disaient Azuyango. Voilà. Et ici, donc, il y avait des termes pour. Non, on ne disait pas le sida. On disait, il y avait des termes, des formules pour dire que. Il y en a même qui disent il a marché sur une mine. Il a marché sur une mine. Voilà, il y avait autant de formulations. Est-ce que ces expressions-là, ce n'était pas une façon de ne pas donner vie réellement? Non, il ne fallait pas donner un nom comme si à la maladie. C'était à la fois une façon de refuser, de refuser, faire l'autruche, de dire que ça n'existe pas. Mais aussi une façon d'une certaine pudeur, pour ne pas dire que cette personne a le sida, parce qu'en ce temps-là, avoir le sida, c'était un drame. C'était un drame pour la personne, c'était un drame pour la famille, mais aussi, comme après on a su que c'était une maladie à transmission sexuelle, donc ça voulait dire aussi probablement la femme, et puis qui a transmis le sida à l'autre, ou alors, vous savez, il y avait les premiers, deuxième, troisième bureaux, et tout le monde était soupçonné. Et ce n'était pas une seule personne, donc c'était une chaîne. Voilà, c'était une chaîne, donc il y avait beaucoup de par un seul cas, vous imaginez qu'il y en a deux ou trois qui sont encore... Tout à fait. Oh, c'était terrible. Oui. Et à ce moment-là, vous êtes, avec d'autres médecins qui sont à Kinshasa, au Rwanda, qui sont en Belgique, en France, vous décidez de vous consacrer dans la lutte contre le sida, mais vu du côté africain, parce que les Occidentaux... on s'est battu parce que le sida venant de l'Amérique, des États-Unis, de l'Europe, donc les scientifiques européens, américains ont pris le leadership. Et donc nous, puisque nous avions à un moment donné le plus grand nombre de malades, nous payons le plus lourd tribut, il fallait aussi s'engager et montrer que nous avons aussi notre contribution à la fois politique, mais aussi scientifique. Et surtout que la maladie n'était pas juste, pour le cas africain, il y avait d'autres aspects à prendre en ligne en compte, notamment l'aspect culturel. Bien sûr, on ne pouvait pas lutter contre le sida sans prendre en compte l'aspect culturel, sans nos traditions, nos tabous, par exemple, quand simplement dans la prévention, l'utilisation du préservatif. Vous savez, c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Et comme je dis parfois quelque part... Et puis la sexualité en public. Oui, on ne peut pas parler de la sexualité. Les hommes peuvent parler entre eux. Les femmes peuvent parler entre elles. Mais pas les hommes avec les femmes ouvertement. Et puis, comme je dis, en général, chez nous, les gens font l'amour
entre quatre murs, dans la l'obscurité. lumière éteinte. Donc c'est quelque chose qui n'était pas... Et c'est souvent le nombre des enfants qui détermine que le couple a une activité sexuelle. Donc c'est quelque chose qu'on fait en catimini, mais même si on le sait, parce que c'est quand même aussi à l'origine de l'humanité. Et à ce moment-là, vous vous engagez et rien ne peut se faire sans l'aval, par exemple, des autorités publiques. Alors, s'ouvre un nouveau chapitre, convaincre les États, les amener à participer. Mais dans toute épidémie, il fallait convaincre les gouvernements, mais moi j'ai eu la chance de rencontrer un grand monsieur qui n'est plus des nôtres, qui était mon premier ministre de la Santé, Bernard Kombo-Madiona, simplement parce que c'était un excellent politicien. Et il avait le flair de comprendre que c'était un problème et qu'il fallait s'en occuper. Et qu'il avait à côté de lui un jeune qui était un peu, je dirais, qui était fou, qui était totalement engagé. Il y avait mes aînés que j'appelais les dinosaures, ou les crocodiles, ou les hippopotames qui étaient là. Moi, j'étais tout jeune. Qui était dans la main. Il a cru en moi et il m'a donné la responsabilité. Il a écouté tous mes conseils, mais alors je l'ai emmené un peu partout. Nous avons fait le Congo du nord au sud, de l'est à l'ouest. On a visité tous les pays. Il me disait, on y va. Et on est allé. Et on parlait du sida avec lui. Et dans ce contexte-là, par exemple, on a embarqué Madame Sassou, parce que c'était au début des années 80, qui a aussi accepté. Nous sommes partis partout parler du sida aux vieux, aux jeunes, pour leur dire que nous avions un vrai problème. Mais c'était un vrai problème dans notre pays. En tout cas, dans beaucoup de pays, en RDC, et surtout en Afrique orientale, en Ouganda, au Kenya, au Zimbabwe, là c'était pire. Mais malgré cela, vous dites, la page 58, les hésitations dues à notre imagination ont fait de l'Afrique et surtout des pays de la région centrale et orientale des zones gravement touchées par l'épidémie, en retard de riposte et une vraie guerre contre laquelle l'important n'était pas de savoir d'où venait la guerre, mais de répondre avec intelligence face à l'ennemi envahisseur. Oui, parce qu'à un moment donné, il y avait des questions qui étaient importantes, peut-être même aujourd'hui, mais qui n'étaient pas essentielles. D'où vient le sida? Pourquoi on a le sida? C'est une fabrication des pays riches pour éliminer autant d'Africains que possible. Donc, c'était inventé, mais ce n'était pas le plus important. Ce qui était important, c'était vraiment de s'engager et de lutter contre cette épidémie qui a décimé des millions. Des millions d'Africains sont morts et continuent de mourir. Même si je dis qu'on est proche de la fin, parce que, bien sûr, une épidémie finit par finir, comme on dit. Voilà. Vous êtes confronté donc à ce petit retard, mais malgré ça, les États s'engagent quand même. Et dans l'engagement, il y a toujours une question de lutte, de leadership entre différents pays. Entre différents pays, entre différents groupes. Chacun veut. Chacun veut. Maintenant, en ce moment-là, c'était qui va faire mieux, qui va être leader dans la lutte contre le sida. Donc, s'engage une autre bataille de leadership. Il y avait des chefs d'État, vous savez, par exemple, le président Museveni a été vu comme voilà. Et donc aussi les premières dames, il y en a beaucoup qui se sont engagées, beaucoup avec lesquels j'ai vraiment travaillé, qui étaient très proches, que ce soit Madame Gbagbo en Côte d'Ivoire, Madame Biya au Cameroun, Madame Bongo, la défunte Edith Lucie Bongo, la première dame du Congo. Et beaucoup d'autres, celle du Ghana, on a beaucoup travaillé ensemble parce que je pensais qu'elles avaient un rôle et qu'elles avaient aussi la puissance d'influencer les politiques nationales parce que, bon, elles sont avec ceux qui nous gouvernent et donc elles pouvaient montrer transmettre mieux que vous transmettre le message plaider pour plus de moyens pour la lutte contre le sida, mais aussi s'engager parce qu'il fallait que tout le monde s'engage. Il fallait que tout le monde s'engage, mais il y a eu aussi des groupes et je veux toujours dire le rôle qui a été celui des femmes vivant avec le VIH, qui se sont vraiment positionnées, qui se sont montrées, et surtout en Afrique de l'Ouest, elles ont donné une dimension à la lutte contre le sida, parce qu'en se montrant, une femme... Vous considérez cela comme un tournant dans la lutte contre le sida, qu'il y ait maintenant des visages, parce qu'avant quand on a donné au sida un visage, et surtout un visage
féminin de la femme, parce qu'au départ, vous savez, après le syndrome imaginaire, on a parlé de Sidonie, et c'était toujours la femme, parce que le mâle vient de la femme, alors que c'était pas tout à fait ça. Et donc voir des femmes s'engager, se montrer et se positionner aux premières lignes, ça a été un tournant décisif. Et justement, en lisant votre livre, je me suis posé cette question et je n'ai pas eu la réponse. Comment le sida a-t-il transité? D'ailleurs, ça commence aux États-Unis, en Californie notamment, dans la communauté homosexuelle. Et comment il arrive dans la communauté, entre guillemets, hétéro, et, voilà, pour les voyages. Mais c'est comme toutes les épidémies, ce sont se transmet d'un malade qui porte le virus à un autre. Et là, la transmission, elle était sexuelle. Mais pourquoi d'abord la communauté homosexuelle? Parce que dans les années 80, la communauté homosexuelle est renfermée. Et il y a quand même une très grande promiscuité. Hein. Moi, j'ai consulté des malades homosexuels en ce temps-là qui avaient un comportement, pour moi, jeune Africain, qui était difficile à comprendre. Qu'un homme pouvait avoir jusqu'à 20 rapports avec 20 partenaires différents dans la journée. Donc c'était important et c'était tout à fait normal que le sida se transmettant par voie sexuelle explose dans cette communauté. Et donc voilà, et après bien sûr la transmission. Donc c'est comme toutes les épidémies se transmettaient par les rapports sexuels. Vous parlez de la femme, il y a un autre aspect aussi dans la lutte contre le sida qui est très important, qui est lié à la pérennisation de l'espèce, c'est la transmission du mère à l'enfant. Ah oui, tout à fait. À un moment donné, on s'est rendu compte aussi que effectivement la femme enceinte qui avait le virus pouvait transmettre à l'enfant. Et donc, bien sûr, là, c'est quand même touché à l'avenir de l'humanité. Et surtout que nous avions, dans certains pays, des taux très importants de séropositivité chez les femmes. Jusqu'à 30% des femmes dans un pays portaient le virus du sida, dans les pays surtout d'Afrique australe. Donc, c'était sérieux. L'espèce, en tout cas au moins en Afrique, on se posait des questions. Il y avait un impact sur la dynamique de la population. Et surtout sur l'économie aussi. Aussi, tous les secteurs étaient touchés. Tous les secteurs étaient touchés. L'espérance de vie dans certains pays avait baissé. Les enseignants mouraient, donc il y avait des élèves qui n'avaient plus droit à l'enseignement. Il y avait tous les secteurs socio-économique. Est-ce qu'il y avait une tranche d'âge spécifique qui était touchée ou bien... C'était surtout les jeunes. Surtout les jeunes entre 15 et 49 ans. Et surtout entre 15 et 24 ans. Parce que c'est l'âge où on a... Mais aussi, attention, on a souvent oublié des personnes plus âgées et qui avaient des rapports avec des plus jeunes femmes et qui faisaient que eux qui avaient une expérience sexuelle déjà très avancée et qui étaient contaminés, qui portaient le virus, et transmettaient aux jeunes filles, mais ces jeunes filles aussi avaient leurs copains et donc transmettaient à leur propre génération, dans leur propre génération. Et donc c'était aussi... un cercle. Merci docteur, on est pratiquement à la fin. Quel est l'état du sida en ce moment? Est-ce qu'on peut dire... Alors, il faut dire que moi je le dis, et je pense que tout le monde est maintenant d'accord, parce qu'on le sait, que les nouvelles infections sont... il y a moins de nouvelles infections, que nous avons des traitements qui marchent très bien et qui servent à la fois pour traiter les personnes malades qui vivent très longtemps maintenant, dès qu'on a le traitement, mais que ces traitements-là aussi contribuent à la prévention. C'est-à-dire que quelqu'un qui est bien traité, qui a une charge virale, c'est-à-dire qu'on ne mesure plus le virus, l'expression, l'action du virus, peut avoir des rapports sexuels sans transmettre le virus. Donc, ça joue beaucoup dans la... Une femme atteinte du sida peut donner vie à un enfant. Ça. Tout à fait, on peut très bien. Donc, voilà, on se dit, donc, on est petit à petit proche de la fin, parce qu'on a aussi des changements au niveau comportemental qui ont été réalisés, qu'on utilise de plus en plus de préservatifs, que les gens font de plus en plus attention. Donc, il y a... Tout cet arsenal permet... C'est rentré, c'est rentré. En fait, vous êtes arrivé à inscrire ça dans les habitudes des gens. Tout à fait. Voilà, des rapports protégés, ou c'est la fidélité, ou comme on disait, 3 bateaux, fidélité, abstinence. Mais aussi, surtout c'était quand même les résultats de la science, la découverte des traitements, pour faire en sorte qu'on puisse éliminer, en tout cas pas totalement, mais
réduire l'activité virale a vraiment été un point important dans la lutte. Et en vous lisant, je me suis rendu compte de beaucoup de choses que j'ignorais, c'est que la participation, la contribution de l'Afrique dans l'évolution des habitudes, dans l'évolution du traitement, dans l'évolution... Ça a été un vrai laboratoire. On a participé à la description, à affiner la description, on a participé à consolider le diagnostic, on a participé à comprendre l'histoire de l'épidémie, l'histoire de la maladie, on a participé, mes amis sénégalais ont participé à la découverte du deuxième virus, donc l'Afrique a participé parce qu'il y avait... on était concernés. Voilà, on était concernés et je pense que en ce temps-là, les jeunes médecins, épidémiologistes, virologues africains... Il y avait une certaine fougue, voilà, tout à fait, une passion, voilà, la passion de la science, la passion de sauver notre vis-à-vis, voilà. Parce qu'en partant, un vis-à-vis peut être le parent de quelqu'un et ça peut se retourner... Absolument. Je pense que voilà, la bataille sera gagnée bientôt. Plus de 30 ans après, vous avez un ouf de soulagement en disant que notre combat, on a réussi finalement à vaincre. Ah oui, oui, oui. Je rencontrais encore hier à l'Académie des sciences d'outre-mer de France certains de mes amis français avec lesquels nous avons fait un long chemin. Et oui, on peut être fiers de ce que nous avons fait. On était quelques-uns en Europe, en Afrique et aux États-Unis. C'était comme une congrégation. Hein. On travaillait ensemble, on échangeait nos informations. Et voilà, on est arrivé à faire en sorte que cette épidémie, l'épidémie du siècle dernier... Puisqu'on a entamé notre siècle. Et en parlant donc de l'épidémie du siècle, le siècle, ça fait déjà quelques années qu'il a commencé. Et au moment où l'on parle, le monde est confronté également à une nouvelle épidémie. On va finir par là, c'est le coronavirus. Est-ce que vous, en tant que médecin, en tant que... Toujours les mêmes réactions, toujours des peurs, toujours... Ça commence toujours par la peur. Toujours la peur, on nous envahit, toujours la fragilité de l'homme, parfois beaucoup d'exagération, pas de pondération. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est encore plus exacerbé. Je crois que c'est une épidémie qui a mis du retard dans sa prise en charge en Chine. Mais vous savez, quand on perd une semaine, 10 jours, 3 semaines, 1 mois, voilà, et nous sommes dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et puis contrairement à 81 ou à 83, il y a plus de voyages, il y a plus de mouvements de population. Tout à fait. Et donc voilà, le virus circule. Il circule partout, il circule en Afrique, peut-être pour des raisons environnementales ou d'autres que... c'est exactement ça. J'espère qu'il n'explosera pas, que l'épidémie ne va pas exploser en Afrique. Ça n'a pas encore explosé, contrairement au sida, dès 83 ça va exploser. Et là, malgré les cas en Chine, en Italie, en France, en Allemagne... Mais je voudrais inviter les médecins, les chercheurs africains à s'y engager, de comprendre, d'aider la politique à prendre de bonnes décisions. Parce que les bonnes décisions doivent être fondées sur la science et pas simplement sur l'agitation, sur le spectacle, sans pour autant... Au Congo, l'État a décidé de mettre en quarantaine toute personne venant de France ou des zones... Oui, mais il faut reconnaître, mais vous savez, je veux vous dire, l'épidémie du coronavirus commence certainement en décembre, peut-être même avant, en Chine, parce que la Chine a retardé avant sa déclaration. Donc, nous pouvons être sûrs qu'entre novembre, décembre et janvier ou février, il y a eu beaucoup de voyages, beaucoup d'échanges entre, que ce soit le Congo, l'Afrique. Beaucoup de Chinois ont voyagé, beaucoup d'Africains sont partis en Chine. Donc, le virus circule. Ce n'est pas simplement ceux qui vont arriver maintenant, qui viennent de France, qui viennent d'Italie. Parfois, le virus est déjà là. Donc, le virus est déjà là. Il faut faire un suivi de ce qui arrive, de pays à risque. Mais je pense qu'il faut des stratégies bien pensées, une organisation, mais aussi basée sur la science. Par exemple, simplement faire les tests. Il faut, je ne sais pas si c'est possible au Congo, mais au dernier rapport de l'OMS, le Congo ne pouvait pas encore réaliser les tests. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Nous avons des systèmes de santé qui sont très fragiles, sauf quelques rares pays. Et donc, j'espère vraiment
après avoir vécu l'épidémie du sida et avoir aussi vu d'autres épidémies. Participer aussi à l'épidémie d'Ebola dans les 3 pays d'Afrique de l'Ouest, Guinée, Sierra Leone. J'étais à l'OMS en ce moment-là et il y a quand même eu 11 000 morts dans ces 3 pays-là. Donc j'espère que l'épidémie de coronavirus ne sera pas un désastre. Dernière question, est-ce que par votre expérience, vous ne voyez pas rentrer à nouveau dans la lutte? Non, je peux conseiller, parce que une expérience comme celle du sida nous permet de mieux comprendre, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre pour partager, d'avoir moins peur. Et d'avoir moins peur, mais aussi d'avoir une démarche beaucoup plus réfléchie et basée tout sur la science, sur faire confiance aux médecins. Et d'ailleurs, ça se voit, nous sommes en France, c'est que quand le président de la République ou le gouvernement, c'est toujours avec la science. Il avance avec la science. La décision politique est faite avec la science, avec les médecins. Alors moi j'invite simplement les médecins africains de s'engager, de se réunir, d'échanger leurs informations et de participer à cette aventure. Imaginons un scénario. Vous recevez ce soir un coup de fil des autorités congolaises qui vous disent « Docteur Pelé ». Mais pourquoi seulement des autorités congolaises? Vous êtes congolais, d'un pays africain. Notamment, je sais que dans votre livre, vous relatez une expérience intéressante de votre travail au Nigeria. Bien sûr que j'accepte. Bien sûr. Je parlais déjà, avant la description du premier cas nigérien, j'étais reçu par le ministre nigérien de la Santé à Abuja, et on en parlait. Bien sûr que vous connaissez très bien. Très bien, bien sûr que j'accepte, parce que c'est normal, c'est tout à fait normal. C'est même pas en termes de pays qu'il faut parler, il faut parler en forme de continent, en forme de l'espèce humaine. C'est-à-dire l'Afrique est en danger, et je ne vois pas pourquoi je n'apporterai pas ma modeste contribution, parce que simplement nous avons vécu tous ces faits de peur, de panique, des décisions parfois qui ne sont pas bien fondées, de stigmatisation des populations, des décisions à la va-vite et tout. Nous avons vécu ça avec le sida. Donc on peut dire, avec Ebola on l'a vécu aussi, donc on peut dire attention, allons-y doucement mais sûrement, et je pense que par exemple la démarche française aujourd'hui est assez valable. Et je pense qu'on peut s'en inspirer. Merci, docteur. Merci. C'était Pierre Pelé, auteur itinéraire d'un médecin africain, du commencement au début de la fin, l'épidémie du sida en Afrique, un livre paru aux éditions Maya, l'Afrique en marche, préfacé par Marc Gentilini, qui est votre mentor, comme vous venez de le dire. Merci, professeur, et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci à vous également. Merci à Sir Makosso pour la réalisation. On se retrouve samedi prochain pour un autre numéro du live samedi, donc consacré au livre sur Ziana TV.